Salut tout le monde, salut Catherine. Salut Pablo, salut à toutes et à tous. Petit débrief politique hebdomadaire. Ensoleillé. Ensoleillé, exactement, ce vendredi 9 mai. Donc on va vous parler justement du 9 mai et du 8 mai, parce que ça a été l'occasion de commémoration à travers le monde du 8 et 9 mai 1945. Et ça dit quelque chose de la reconfiguration du monde, on le pense Catherine et moi, et Roger Martelly qui en avait une newsletter. Mais d'abord on voulait vous parler un des événements politiques de cette semaine, qui était quand même la publication du livre La Meute par Charlotte Belaïch et Olivier Perroux, qui sont journalistes à Libé et au Monde. Peut-être je te laisse commencer. On y a consacré la newsletter que tu as rédigée de mercredi. C'est quoi, voilà, les premiers enseignements que tu tires de cette séquence, en fait, parce que c'est une séquence. Oui, c'est une séquence, mais en même temps, il ne faut pas non plus exagérer de sa longueur et sa dimension, parce que il y a une partie qui disent c'est la meute journalistique. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'écho-presse concentrés sur lundi, mardi, mercredi. Maintenant, le pape est élu, Macron va faire une communication, etc. On va passer à autre chose. Donc, c'est un petit peu le monde médiatique tourne comme ça à toute vitesse. Donc, ce livre, tout le monde un peu en a entendu parler. Dire qu'il a été une révélation, ça serait beaucoup dire, parce qu'en fait, pour l'essentiel, ce qu'il dit, ce qu'il rassemble, c'est un ensemble de faits qui confirment ce que plus ou moins tout le monde savait déjà. Donc que la France insoumise est dirigée d'une main de fer, avec un certain autoritarisme, un refus assumé, revendiqué, théorisé de la démocratie. Et, ou de l'absence de démocratie. Oui, d'absence de démocratie, c'est ça que c'est présenté comme une condition de l'efficacité, et que c'est même finalement, là je commence déjà à rentrer dans ce que j'en retiens, c'est que ça révèle de façon le système dans sa globalité, son homogénéité, sans que ça ne provoque un séisme non plus. C'est-à-dire que tout le monde le sait. Et finalement, l'espèce d'idée que c'est la condition d'efficacité, et comme l'a dit Didier Ribon sur France Culture, c'est grâce à ça qu'ils obtiennent des résultats politiques. Donc, alors j'avoue que, vu de la tradition d'où je viens, c'est-à-dire la tradition communiste qui a quand même travaillé à se défaire dans la douleur et la difficulté, le bazar idéologique complet, mais au bout du compte quand même à se défaire de l'idée que la fin justifie les moyens et qu'il y a une possibilité de transformer le monde, qu'il n'y a pas de possibilité de transformer le monde sans démocratie et sans participation. J'avoue que là, ça me fait mal quand même, de voir à quel point finalement est largement accepté, sans que ça fasse grimper au rideau, cette situation énoncée comme telle, et que je ne crois pas que ça va, enfin peut-être je me trompe, mais je ne crois pas que ça va provoquer de graves crises à la France insoumise, et j'avoue que c'est vraiment ce qui me préoccupe sur le fond du fond, c'est la transmission d'une culture, je dirais bolchevisme de première génération, donc dans lequel on est capable de faire avaler à des militants qu'au nom de la révolution, eh bien, on peut agir sans aucun principe, sans aucune moralité, avec violence, et en pliant les uns et les autres au fur et à mesure des changements de ligne. Ça, c'est la première chose que j'en retiens, c'est que en fait, je n'avais pas complètement pris la mesure de cette régression, ce que je vis vraiment comme une régression, c'est-à-dire quand même on a beaucoup été nombreux à se battre pour se détacher, pour que la gauche, notamment la gauche de gauche, ne soit plus identifiée à cette conception de la politique, de la voir revenir en force et admise à ce point est théorisé encore une fois par des intellectuels et par des cadres militants.
Ça me sidère. C'est la première chose que je veux dire. J'en dirai d'autres après à toi. Moi, pour poursuivre sur ton idée, je dirais que c'est aussi quelque chose qui est dans l'air du temps, qui n'est pas juste le fait de la France insoumise, de ses militants ou même de ses sympathisants. Cette question de la place de la démocratie. En vérité, aujourd'hui, on le voit, que ça soit à l'extrême droite, à droite et donc du coup à gauche, pas que en France, la question de la démocratie, des institutions, dans tous les sens du terme, hein. Dans un parti, il peut y avoir des institutions. On peut dire qu'un congrès est une sorte d'institution du parti et pas quelque chose qui intéresse les gens. Comme tu l'as dit, j'ai l'impression que ce qui prime, c'est l'efficacité. C'est-à-dire, lorsqu'on voit Donald Trump, je compare pas sur le fond Donald Trump et la France insoumise, hein, pas du tout. Mais je vois bien que l'aspiration, la proposition de Donald Trump est fondée sur la question de l'efficacité. En 24 heures, je vais vous résoudre la crise de l'Ukraine. En 24 heures, je vais vous résoudre la crise de Gaza. En 24 heures, vous êtes pauvre, et bien vous aurez un travail, et puis vous aurez plus d'argent, vous allez voir, vous allez être riche, ça va être super. Mais tout ça en 24 heures. Enfin, c'est quelque chose qui est très important, la temporalité. Or, l'efficacité qui est liée à la force. Parce que c'est pas simplement l'efficacité. Parce que moi, je suis d'accord avec l'idée qu'il faut une politique efficace. C'est-à-dire qu'une politique qui n'est pas efficace, on s'en fout. Là, c'est une efficacité que l'on fonde sur la force. En fait, elle est fondée sur la force parce que dans efficacité, il y a une volonté de contraction de la temporalité. C'est-à-dire que, oui, hélas, les fonctionnements institutionnels, enfin je dis hélas, mais c'est un fait, les fonctionnements institutionnels, les fonctionnements démocratiques, ça prend plus de temps que lorsque Jean-Luc Mélenchon décide de se lever le matin et que sur tel sujet, sur la question des violences policières, sur la question de l'islamophobie, il a changé d'avis. Ça prend pas beaucoup de temps en fait, il le décide et puis centralisme démocratique, paf, tout le monde est d'accord. Non, c'est pas le centralisme démocratique. Je l'ai entendu sur un plateau, je discutais de ça, ce n'est pas ça. Le centralisme démocratique, c'était tout à fait contestable, mais le centralisme démocratique, c'était on vote, et quand c'est voté, on exécute. Mais là, on vote pas à la France insoumise. Non, mais pardon, quand il y a la note de bloc qui tombe, voire qu'il n'y a même pas besoin de tomber une note de blog, un SMS ou simplement une culture admise, on y va et on applique tous jusqu'à la meute dont nous sommes nous-mêmes très souvent victimes par les commentaires, ceux qui se prennent le temps de les lire. Moi, j'essaye de les lire relativement souvent, mais enfin, on est... voilà. Et puis, tous les journalistes, moi, que je croise, te racontent tous la même chose. C'est que quand ils disent un truc sur la France insoumise, ils se prennent la meute. T'as PAM dans l'heure qui vient, dans les 2 heures qui viennent, t'as 500 commentaires qui te défoncent la tête. Bon, mais peu importe, c'est pas seulement ça. Ça, c'est pour le côté le plus exécrable. Mais au-delà de ça, c'est une politique, elle est décidée par Jean-Luc Mélenchon, y compris dans ce que tu dis, ces revirements, et à chaque fois que ça revire, tu as tout le monde qui revire. Poum, 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 et sans que ce soit discuté. Alors, toi tu as parlé de Didier Ribon, il y a Geoffroy de la Gannerie aussi, c'est une vidéo qui a été exhumée, je ne sais pas de quand elle date, où Geoffroy de la Gannerie dit une chose assez intéressante sur la France insoumise, il dit en gros, son fonctionnement adémocratique, antidémocratique, permet au mouvement d'être hyper perméable aussi à énormément de choses de ce qui se passe, dans la société, dans des temps très très rapides. Et là, notamment, tout se fonde sur les intuitions de Jean-Luc Mélenchon et ou de ses raisonnements. C'est-à-dire que quand Jean-Luc Mélenchon sent quelque chose, sent une dynamique qui est en train de naître dans la société, il est capable très très rapidement de dire, eh bien, saisissons-nous du sujet, que ça soit le féminisme, que ça soit les gilets jaunes, que ça soit des questions sociales, des questions de tout type. Et hop, il se saisit du truc, ce qui permet en fait à ce mouvement de se réclamer d'énormément de dynamiques qui sont à l'œuvre dans la société. Et de dire nous sommes présents. Parce que c'est ça leur force. Et donc, en un sens, leur caractère antidémocratique, c'est ce qu'explique Geoffroy de la Gannerie, leur permet en fait d'agréger énormément de mouvements. Et c'est d'ailleurs ce dont sans arrêt ils se réclament, notamment à travers leur programme. Ils disent, regardez notre programme, tous les secteurs, tous les ONG, les collectifs, etc. le valident. Et ça c'est grâce effectivement à cette, je sais pas comment on appelle ça, ils sont mobiles en fait, agiles. Voilà, ils sont très agiles. Et c'est une agilité qui leur est permise par leur caractère antidémocratique. Néanmoins,
Moi, c'est ce que je pense et je trouve qu'il a raison. Le problème, Oui, c'est que lui, de quoi? Geoffroy Lagrannerie, de dire ça. Parce que je pense qu'il a raison sur ce point. Tu penses que l'agilité, l'antidémocratie, c'est la base pour être agile? Non, je pense que l'agilité de la France insoumise aujourd'hui vient de leur caractère antidémocratique. En revanche, Geoffroy Lagrannerie leur donne le point, il dit moi je trouve ça très bien, pas moi. C'est-à-dire que je ne suis pas satisfait en fait de ce fonctionnement. Je vois les effets positifs que ça peut avoir. En revanche, le recul, mais là pour le coup c'est un recul général de la société sur la défense des questions démocratiques, mais vraiment démocratiques au sens profond du terme, hein. Pas juste dire on va faire un congrès pour discuter des virgules, c'est pas ça, parce que ça c'est la façon dont certains cadres de la France insoumise, à commencer par Jean-Luc Mélenchon, singent les fonctionnements des partis, se moquent des fonctionnements des partis. C'est pas que ça, la question démocratique, et eux, ils n'arrivent pas à la remplir. Et le pire, c'est que moi, c'est ça qui me fait le plus de mal, c'est qu'en fait, tout cela prête le flanc, en fait, aux attaques des gens qui ne sont pas dans l'espace insoumis, selon lesquels ce sont des bonimenteurs, ou ce sont des menteurs tout court. C'est-à-dire qu'ils nous vendent la 6ème République, un fonctionnement horizontal, la démocratie partout, etc. Et eux-mêmes ne fonctionnent pas comme ça. Ils nous vendent le féminisme, par exemple. Ils se vantent d'être, depuis le départ, d'être un parti super féministe, vraiment, et parce qu'ils sont à la pointe d'énormément de combats, y compris de celui-là. Mais lorsque l'on voit et lorsque l'on sait, lorsque l'on lit le livre et lorsque l'on sait ce qui se passe à l'intérieur de la France insoumise, c'est tout sauf féministe. Ce qui s'est passé avec Adrien Quatennens, les propos qui sont rapportés par les uns et les autres, où on voit que il y a vraiment un fonctionnement, là je dirais pas féministe, mais sexiste, mais profondément sexiste de la France insoumise. Sauf qu'ils arrivent quand même à apparaître comme étant ceux qui nous vendent genre un féminisme 2.0 le plus avant-gardiste de la Terre. Et là, j'avoue que je suis ébobie en fait par cette capacité que les sympathisants, je parle même pas des militants, des sympathisants, des gens qui sont dans cet espace-là de la gauche, pardonne en fait à la France insoumise. Oh bah oui, Adrien Quatennens, bah c'est pas très grave, on va quand même aller voter pour la France insoumise et pour Jean-Luc Mélenchon. Et tu dis que ça va rien changer, moi je suis assez d'accord, je suis assez étonné quand je vois le peu de réactions courageuses pour parler du fond du bouquin de la part, non pas des militants de la France insoumise, non pas des députés de la France insoumise ou des élus de la France insoumise, mais de tout cet ensemble qui gravite autour de la France insoumise. La seule chose qu'ils ont dit, c'est « Ah bah oui, effectivement, il y a une meute journalistique qui s'abat comme tout le temps sur la gauche de la gauche, c'est plutôt Hitler que le Front Populaire, blablabla. » Et ce qui est vrai aussi, je ne le nie pas. En revanche, ça leur évite en fait de parler du fond du problème, qui est ce caractère profondément sexiste, autocratique, viriliste de cette organisation politique. Je ne dirai jamais que les journalistes sont plutôt Hitler que le Front Populaire. Franchement, je pense que c'est tout à fait injurieux à l'égard de ceux qui ont écrit ce livre, de ceux qui l'ont lu et qui l'ont commenté. Franchement, je vois pas ce qui permet de dire ça. Ils font leur travail de journalistes, et tant mieux qu'il y ait des journalistes qui parlent de la France insoumise. J'entends bien qu'il faut parler d'ArcelorMittal, mais c'est pas mal de parler aussi de la France insoumise. Et considérer que parler de la France insoumise, ça n'a comme vocation que de discréditer la France insoumise et de préparer l'arrivée de l'extrême droite, ça me paraît non seulement très 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 diffamatoire, mais en plus c'est une manière de refermer le couvercle pour que, alors que pour une fois qu'il y a une question qui concerne tout cet arc militant et que c'est le temps de regarder et de réfléchir, je ne comprends pas qu'il en soit fait ainsi et que ce soit récusé, alors que c'est quand même pas un sujet tout à fait secondaire quand on voit comment la gauche est dans la difficulté. Et la gauche, elle est dans la difficulté aussi parce que la France insoumise est comme elle est. Alors, c'est beaucoup de gens qui pensent qu'il y a un problème d'impasse politique, mais moi je préfère qu'on se dise qu'on est devant une difficulté plutôt que de nier la difficulté. Et alors là, c'était mon deuxième point, c'était ceux qui nient la difficulté. D'abord, il y en a une partie qui disent ça se passe dans tous les partis comme ça. Il y a vraiment une espèce de relativisation
de ce qui est écrit dans la meute, on pourrait l'écrire sur le Parti Socialiste, sur les LR, sur Ensemble et je sais pas quoi. Ben non, ça c'est pas vrai. Ça, ce n'est pas vrai que l'ensemble des partis politiques français vivent sans aucun principe, comme tu le rappelles de temps en temps, à la France Insoumise, il y a 3 adhérents et seulement 3. Bompard, Mathilde Panot et la trésorière, dont je n'ai pas le nom, voilà, ils sont 3 et c'est eux et eux seuls qui détiennent la marque et il n'y a pas de, je veux dire, Manu Bompard, il est désigné par ceux qui sont le groupe dirigeant, qui est désigné par Jean-Luc Mélenchon, qui désigne les députés, qui désigne, enfin c'est un truc de fou quoi, tout est totalement pyramidal et on demande la validation aux adhérents sans avoir aucune alternative ni aucun espace de débat pour éventuellement une alternative, y compris sur le thème des dirigeants. Donc il y a le mode de fonctionnement de la France Insoumise, mais ça a été théorisé, je le raconte dans la newsletter. En 2019, Jean-Luc Mélenchon réunit les députés, les 17 députés de l'Assemblée nationale, plus les nouveaux eurodéputés. Ils font une grande réunion tous ensemble, et Jean-Luc Mélenchon dit: je vous préviens, la France Insoumise démocratique, ça sera sans moi. Donc il l'a dit, et je pense qu'il n'y a aucun député qui peut dire que ce n'est pas vrai. Il a dit ça, et tout le monde a très bien entendu ce que ça voulait dire. Ça s'opposait notamment aux premières questions de fonctionnement démocratique de la France Insoumise qui commençaient à émerger. Il a dit, ça sera sans moi. Donc tout le monde a dit, ok, bon, bah, c'est bon, on n'en parle plus alors. Donc ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas vrai que ce qui est dit dans ce livre sur la France Insoumise est équivalent. Moi, j'ai vécu les grandes tensions dans le Parti communiste qui a produit des départs, etc. Ça n'a absolument rien à voir avec ce qui se passe. Il n'y avait pas de terreur personnelle, il n'y avait pas d'intimidation, il n'y avait pas d'insultes. Enfin, je veux dire, non, ce n'est pas vrai, quoi. Et je rajouterais que ça a aussi des conséquences politiques, et des conséquences politiques sur le plan des idées, pas uniquement sur genre le plan, les stratégies et la place sur l'échiquier politique. J'en veux pour preuve la prise de position de Jean-Luc Mélenchon sur la question de Marine Le Pen et de son inéligibilité. Lorsque Jean-Luc Mélenchon dit le plus important, c'est le peuple souverain, c'est lui et genre finalement la justice passe au second plan. En vérité, c'est une conséquence de son absence de réflexion sur la question démocratique. Il ne comprend pas ce que c'est que la question démocratique. Il ne comprend pas que la démocratie, bien, c'est aussi une justice indépendante, c'est aussi une constitution, c'est aussi toute une foultitude d'institutions, et tout cela fonde la démocratie. La démocratie, c'est pas juste le peuple souverain. Et la démocratie, c'est aussi la possibilité d'avoir des médias libres, indépendants, qui peuvent s'exprimer et qui peuvent poser des questions, même à Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon n'accepte pas très rarement les entretiens. Il choisit avec qui. Alors, la dernière fois, c'était avec Alain Duhamel. Alain Duhamel, que j'ai trouvé, franchement, c'était pas son honneur pour Duhamel, parce il s'est couché, il ne lui a posé aucune question. Il lui a juste dit qu'il était formidable. Bon, c'est une idée de la chose, mais Duhamel va prendre sa retraite, tant pis. C'est dommage qu'il finisse comme ça. Ben, c'est vrai, il va finir par comme ça. Duhamel. Non mais toi tu l'aimes, mais moi aussi j'aime bien Duhamel. J'étais navrée de voir que Duhamel ne faisait pas sa fonction. C'est qu'il a essayé de se placer en fait à un endroit qui n'est pas forcément celui du journaliste politique et d'avoir un espèce de débat d'idées, d'homme à homme, d'égal à égal, grands hommes de la 5ème République, car c'est comme ça que tous les deux s'envisagent. Très bien, c'est très bien. Moi ce dont je parle, c'est du fait qu'on puisse poser des questions à Jean-Luc Mélenchon et son emportement face à Letellier, quand Letellier l'interroge sur l'affiche. Enfin je veux dire, c'était juste violent et intimidant et c'est inacceptable. Bref, je termine sur cette question que la démocratie, c'est comme tu dis, un ensemble de faits et y compris un respect dû aux médias dans leur diversité et pas essayer de contourner toujours le service public en particulier. Mais ça vaut aussi, juste, moi je voulais clore parce qu'il y avait cette question de la justice, mais il y avait aussi par exemple la question des syndicats, notamment des syndicats de travailleurs. Quand on sait ce qui s'est passé
passé pendant les syndicats de travailleurs, les syndicats de patrons, tu veux dire? Les syndicats de patrons, oui. Eh oui, je rappelle. C'est cela qui m'intéresse, les syndicats de travailleurs. Quand on sait, en fait, le peu de cas que Jean-Luc Mélenchon a vis-à-vis de la CGT et de la CFDT, alors qu'ils sont de grands syndicats, et notamment l'opposition au moment de la réforme des retraites, où lui, il voulait pas voter l'article 7, et il voulait qu'il vote. Oui, mais c'est important. En fait, ça aussi, ça fonde la démocratie. Les syndicats, la présence de travailleurs organisés à l'intérieur de l'entreprise, fondent aussi, dans une certaine mesure, la démocratie. Et ça, Jean-Luc Mélenchon, mais il ne le comprend pas, puisque la démocratie, ça l'intéresse pas. Je suis d'accord. Alors ça, c'était une deuxième objection qui est faite aussi, qui est une forme de relativisation, c'est on est plus sévère avec la France Insoumise qu'avec le Rassemblement National, qui n'est pas non plus un parti très démocratique et qui est même très autoritaire. Et Madame décide qui est vice-président, etc., qui a l'investiture, etc. D'abord, ce que j'allais dire, c'est que la différence avec le Rassemblement National, c'est qu'ils ne promettent pas la démocratie, et en particulier, ils ne promettent pas l'émancipation, ils ne promettent pas une société dans laquelle les femmes sont respectées, etc. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est très problématique là, c'est la dissonance complète entre la proposition, la promesse politique, qui est d'être un parti de l'humanité, de l'humain d'abord, comme ils disent, et la réalité de la pratique, et d'une pratique qui devient une culture. Alors, je renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur la culture politique, c'est-à-dire que ça devient comme ça qu'on peut se comporter, et même se comporter avec ses collaborateurs et avec les journalistes, etc. C'est-à-dire que enfin voilà, il y a quelque chose qui est très dissonant entre et enfin, je n'ai pas envie d'excuser en aucune façon le Rassemblement National, mais moi j'estime que quand on est de gauche et qu'il y a des questions comme ça qui nous sont posées, on ne peut pas chercher toutes les raisons de ne pas les traiter. Et de se dire, ah oui, mais ailleurs aussi, et puis on peut regarder ailleurs, et puis les autres partis, etc. Voilà, ça c'est mon deuxième point. Et mon troisième point, c'est qui me navre vraiment, c'est tous ceux qui disent cette affaire est là pour empêcher l'union de la gauche. Alors, bon, d'une part, il y a cette idée un peu complotiste qui est complètement absurde, parce que c'est un livre qui a été écrit, qui a démarré au moment de l'affaire Caténins, donc il y a 2 ans et demi maintenant. Complément d'enquête, ils ont mis 6 mois à faire leur enquête, donc il n'y a pas le service public, Le Monde et Libération qui ont décidé qu'ils allaient faire tout pour empêcher qu'il y ait un candidat unique. Donc je trouve cet argument absurde. Mais le deuxième argument qui est bien plus grave à mon avis, c'est que donc ceux qui pensent qu'il faut une candidature unique, tout à fait possible, tout à fait légitime de le penser, de le vouloir, de se battre pour. Mais ça ne peut pas être au prix de on ne parle pas, on se tait et on laisse faire. Parce que sans ça, mais ça reviendra, ça va revenir en boomerang, enfin, c'est inéluctable. Il ne peut pas y avoir de solution politique de rassemblement sur la base d'un truc énorme qu'on met sous le tapis. C'est pas possible. Ça ne peut pas fonctionner. Jean-Luc Mélenchon ne peut pas être élu président de la République dans ces conditions-là. Ça, c'est impossible. Et l'alliance avec la France Insoumise, si la France Insoumise ne fait pas retour critique sur tout ça, je pense que ce n'est pas possible. C'est-à-dire que je crois que ça sera un obstacle. Et donc, l'idée qu'il faut faire toute la gauche, y compris une gauche maltraitante, violente et viriliste, intimidante, etc. Je regrette, mais moi je suis pour l'alliance avec la France Insoumise. Et je l'ai toujours dit ici, la France Insoumise ne se réduit pas à son petit noyau. Et ce qu'elle représente pour les électeurs, je trouve dramatique qu'on est en train de nous avilir, à nous faire accepter que pour la révolution, pour le changement, pour la révolution citoyenne, pour le mieux vivre et pour l'égalité, il faille en passer par là. Donc je pense que ça nous avilit tous. Mais je comprends, et je suis électrice de la France Insoumise, donc il n'y a pas de question sur ce point-là. Mais ce n'est pas possible de continuer, alors qu'une question comme ça se pose et qu'elle va se poser au moment de l'élection présidentielle en 2027, de penser qu'on peut faire l'impasse dessus au nom de l'union. Je vous donne en avant-première
La newsletter de lundi aura pour titre « La vérité est révolutionnaire », toujours révolutionnaire, phrase de Léon Trotsky, cher à tous ceux qui veulent et l'union et ceux qui la veulent pas à la France insoumise. Sur moi, ça les réunit, ils sont tous trotskistes, ben je regrette, mais la vérité est révolutionnaire et donc il faut dire la vérité et ce n'est pas vrai qu'on peut s'en sortir en mettant les choses sous le tapis. Sur ces bons mots, je propose de passer au deuxième sujet de notre débrief, la question des commémorations. Pour vous résumer un peu ce qui s'est passé en 2 jours, là, le 8 et le 9 mai, vous avez eu plusieurs initiatives dans le monde. Bon, d'une part, c'est Roger Martelly qui le rappelait dans la newsletter de jeudi, le 8 mai était un moment que le monde avait essayé de construire comme un moment de convergence où tout le monde se réunissait pour dire c'est la victoire de la démocratie, le 8 mai 1945, la victoire de la démocratie contre le fascisme, contre les barbares, contre les nazis, etc. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que vous avez des initiatives qui sont dispersées. D'une part, Donald Trump, ça c'était mardi, a annoncé que lui, en gros, il voulait plus fêter la victoire des alliés au pluriel contre les nazis, mais qui voulait que ça soit le jour de la victoire des États-Unis, parce que finalement, il a, mais vraiment dit explicitement, qu'il considérait que c'était eux qui avaient le plus porté la victoire, oubliant dans cela les millions, les près de 25 millions de morts soviétiques pour aller aussi combattre les nazis, oubliant l'engagement des Anglais, enfin tout ça se passe par parts et fracas, il n'y en a rien à foutre. Donc lui, il va appeler ça le jour de la victoire, commémorer le jour de la victoire, sous-entendu la victoire des États-Unis. Donc ça, c'est pour les États-Unis. D'un autre côté, ça, eux, ils le fêtent le 9 mai, c'est Vladimir Poutine qui a réuni une trentaine de chefs d'État à travers le monde, à Moscou, pour un grand défilé militaire. Donc, il faisait la démonstration de sa puissance. Les images, je les ai vues ce matin, elles sont impressionnante, mais comme Catherine me l'a fait remarquer tout à l'heure, parce que je disais, putain, c'était vraiment, on aurait dit la Corée du Nord, elle me dit, mais c'est toujours comme ça en Russie, et c'est vrai, mais c'est vrai que... Et donc, vous aviez 30 chefs d'État, dont, et c'est pas négligeable, Xi Jinping, qui était présent, donc le président chinois, et Lula, le président brésilien. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il est en train de se configurer en fait un pôle des Suds qui ont bien l'intention de dire aux Européens et aux Nord-Américains, en fait, on n'en a rien à fiche de vous et nous, on va se constituer entre nous. Alors, sachant que c'est quand même tout ça très disparate, hein, ils n'ont pas tous les mêmes intérêts. Je veux dire, entre les Chinois, les Russes et les Brésiliens, on ne parle pas exactement le même langage politique, hein. Ils n'ont pas exactement les mêmes objectifs, mais quand même ils se retrouvent dans leur façon de dire au reste à l'Occident, stop maintenant, genre vous n'êtes plus les maîtres du monde, on va construire des intelligences et des convergences entre nous et sans vous. Alors, je pense que donc il y a un enjeu sur la victoire contre le nazisme, dans lequel évidemment Poutine a l'intention de dire j'en étais. J'ai lu un texte qui a été traduit dans une revue russe, un texte de Xi Jinping, dans lequel il insiste aussi assez fortement sur le poids des soviétiques alors. Et donc, Pardon, tu lis le russe? Non, je ne lis pas, mais c'est le grand continent qui a traduit. Ah, pardon, ok. Non, mais... Xi Jinping traduit en russe, c'était là, genre, ouais, elle lit le russe. Elle lit le russe. Non, elle est vraiment communiste. Non, c'est le grand continent qui a traduit ce texte et que j'ai donc lu. Et dedans, il revendique aussi le rôle du Parti communiste chinois dans la bataille contre le militarisme japonais, ce qui me paraît, je pense qu'on ne peut pas nier la place déterminante des Américains dans la défaite du fascisme japonais. Voilà, mais ce que j'ai retenu pourquoi je parle de ce texte, c'est parce qu'en fait, ce que je retiens, c'est qu'ils n'ont pas décidé de disparaître de la photo.
ça a fait réponse à ce que tu disais à propos de Trump qui veut s'accaparer la victoire, mais ce qu'ils ont décidé, c'est qu'ils seraient sur la photo de l'histoire du monde. Donc tous, voilà. Et ça, ils vont pas être en... Voilà, donc ils revendiquent, Xi Jinping revendique la participation des Chinois à la victoire contre le nazisme et eux, pour l'essentiel, le militarisme japonais. Mais la deuxième chose que je voulais dire, c'était que évidemment, ça marque une rupture par rapport à la tradition qui est que le 8 mai, le monde se rassemble pour commémorer une victoire commune. Et là, cette fois-ci, on n'a pas de victoire commune. On a une grosse manifestation à Moscou et des petites manifestations ailleurs, parce qu'en France, c'était quand même pas grand-chose, hein, ce qui a été fait pour les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale et la victoire sur le nazisme, c'était quand même un peu à minima. Et puis la dernière chose, c'est que tout ce joli monde ne s'est pas réuni à Moscou que pour regarder le défilé militaire. C'est-à-dire qu'en fait, là, il y a un certain nombre de choses qui sont en train de sortir sur le fait que ça avance sur la mise en place d'une monnaie alternative au dollar. C'est-à-dire que véritablement, le Sud, non seulement dit on est présent dans l'histoire, on est acteur aujourd'hui, vous allez nous respecter, et en plus on va constituer des moyens alternatifs. Voilà, c'est notamment un moyen de paiement alternatif, c'est-à-dire qui nous permet de ne pas être sous l'ordre, parce qu'en fait, avec le dollar, les États-Unis s'autorisent d'imposer leurs lois. C'est-à-dire, bon, on se souvient qu'en France, la BNP, qui était restée en Iran, a été victime d'une amende de mémoire, je dirais, c'est 1 milliard qu'elle a dû payer si elle voulait continuer de pouvoir travailler aux États-Unis parce qu'elle avait enfreint le boycott concernant l'Iran. C'est-à-dire qu'avec le dollar, ça s'ajoute des règles qui sont définies par les États-Unis et par eux seuls. Donc les pays du Sud sont en train de construire des alternatives à l'ordre américain. Donc je pense que ce qui est en train d'émerger, on ferait bien de vraiment arrêter de faire les cons, de s'imaginer qu'on peut décider qui va là, qui fait quoi, etc. Et ça ne veut pas dire se coucher par rapport à la question ukrainienne, hein, en aucune façon. Mais parce que en fait, dans une certaine mesure, on pourrait se dire bon bah pourquoi pas les Suds, s'ils veulent participer de la réorganisation du monde, qu'ils soient plus sous hégémonie américaine, franchement, je dis pas non. Le seul problème, c'est que... Moi, je dis oui, même. Exactement. Moi aussi, je dis oui. C'est une litote. C'est quand même... Oui, mais c'est quand même une avancée extrêmement positive. Oui, c'est une avancée extrêmement positive, sauf que aujourd'hui, où est-ce que ça s'organise? À Moscou, sous la férule de Vladimir Poutine. Non. Ah bon, parce qu'ils sont à Moscou. Non, mais ils sont à Moscou, mais c'est pas sous la férule. Alors, c'est ça la question. En fait, non. Alors, ok. Alors, je reformule, tu as raison. C'est pas forcément sous la férule de. En revanche, c'est sur quelle base? Est-ce que ce sont des bases, pour reprendre le débat d'avant, démocratiques? Est-ce que c'est l'égalité? Qu'est-ce qui meut en fait, ces pays, ces 30 pays là qui se sont réunis à Moscou et qui potentiellement vont réfléchir à ces questions monétaires internationales, qu'est-ce qui les meut? Parce que si c'est pour avoir une autre hégémonie, tu vois, qui change juste de nom, une autre façon d'envisager les empires, une autre façon d'envisager un espèce de fascisme, je sais pas quoi, enfin non. En fait, genre ça, je veux dire, c'est tout aussi nul, tu vois. Enfin, même si ça déplace la focale de Washington au reste du monde. En revanche, ça peut aussi se faire sur de saines bases. Moi, ce qui me fait chier, c'est que la translation en fait se fasse de Washington vers Moscou, qui réussit à mettre ensemble Brasilia et Pékin, et pas à l'ONU. Tu vas pas dans un espace en fait multilatéral dont même qui est loin d'être parfait, qui a jamais été parfait et qui aujourd'hui est un peu en état de mort cérébrale, mais qui avait le mérite d'exister en fait sur des principes qui étaient à mon avis de bons principes. Voilà. D'accord. Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, je pense que tous ces pays n'ont pas exactement la même vision et la même idée des choses. Donc, la question de la démocratie, des libertés, des droits, etc., des droits de l'homme, enfin des droits humains, c'est probablement pas du tout un point d'accord entre eux et il n'y a pas lieu d'espérer d'eux. Ceci étant,
toujours ce texte traduit donc par le grand continent de Xi Jinping. Dedans, ce qu'il rappelle, c'est que l'organisation qui compte, c'est l'ONU, c'est-à-dire que lui, il se réfère à l'ONU. Alors, je n'achète pas tout le discours de Xi Jinping, c'est pas parce que Xi Jinping l'a dit qu'il l'a fait. D'ailleurs, la preuve, on ne peut pas vraiment dire qu'il se comporte de manière acceptable avec ses minorités ethniques et avec les droits à la vie privée, etc., dans son propre pays. Ceci étant, le discours avec lequel il se présente au reste du monde, c'est exactement orthogonal au discours de Donald Trump. C'est-à-dire, il dit, moi je pense qu'il faut un monde multilatéral, qu'il faut l'ONU, qu'il faut conforter et qu'il faut avancer dans cette direction. Donc, encore une fois, ce n'est pas parce qu'il le dit qu'il le fait. Ceci étant, pour l'instant, c'est ça qu'il dit. Et il vaut mieux un chef d'État qui dit ça, surtout quand il est en train de devenir la première puissance mondiale, que d'avoir un type qui théorise sa propre volonté, qui est une volonté de puissance, une volonté de force, et qui considère que ce qui est le plus fort est légitime. Voilà, donc encore une fois, je ne suis pas en train, j'ai toujours été intéressée par la Chine, je ne suis pas en train de devenir complètement philo, je ne sais pas comment dire, sinophilo. Sinophile, voilà. Mais je suis quand même plutôt contente qu'émerge autre chose que cette bande. Je veux dire, écoute, les Anglais qui sont allés signer un truc avec Trump pour une alliance éternelle avec les États-Unis. Enfin, je veux dire, tout ça est affreux, quoi. Franchement, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune résistance européenne. Ou très très peu. Et entre parenthèses, Macron n'est vraiment pas le plus mauvais en ce moment. Mais qu'est-ce qui se passe pour faire face à ce type qui est en train d'absolument détruire, d'installer un régime policier, un régime totalitaire aux États-Unis? Et on est là à essayer de quémander un nouvel accord de partenariat privilégié? Non. Non, franchement, c'est pas possible. Je suis bien d'accord. Et on va voir ce que va nous raconter le camarade Emmanuel Macron mardi prochain. Ouais. Parce qu'il parle à la télévision, sur TF1, donc il va parler à plein de Français, tirés au sort, j'ai rien compris. Un panel de Français. Ça va être un panel de Français, plus une interview. Fait intéressant, ça va être fait la veille de l'audition de François Bayrou à l'Assemblée nationale sur Betaram. Non mais c'est pas anodin. Oui, parce que, ça va être un grand moment, ça. Oui, mais donc du coup, ça veut dire qu'Emmanuel Macron, la veille, il ne va pas échapper à une question sur Betaram. Question sur laquelle, pour l'instant, il n'a pas pris la parole. Donc il va être obligé de dire quelque chose. Alors est-ce qu'il va faire comme d'hab, comme avec Gérald Darmanin, avec Gérard Depardieu, etc. Il va dire il défend ses potes, oui, là. C'est ça. Non, mais moi je pense que toute l'Église et ses suppôts sont propres et clean. Non, mais donc ça va être intéressant de voir comment il se positionne par rapport à François Bayrou, à la proposition par exemple. Moi, j'espère qu'il va lui poser la question de c'est quoi cette histoire de référendum sur l'équilibre budgétaire qu'a proposé François Bayrou. J'ai lu un article très drôle dans Les Jours où ils essayent de comprendre exactement ce que peut vouloir dire ce référendum. Parce que ça n'a aucun sens. Il n'a pas dit la question qu'il voulait poser. Alors, est-ce que vous êtes pour l'équilibre des finances publiques ? Non. Tu réponds oui ou non? Non, mais qu'est-ce que... Vas-y. Tu veux plus d'impôts ou moins d'impôts? Non. Vas-y, dis-moi. Imagine la question. Alors, il a l'intention de présenter un plan et il va dire est-ce que vous soutenez ce plan ou pas? Un plan avec combien de tiroirs? Non, mais tu vois, ça n'a aucun sens. Moi, je suis pas d'accord. Si tu me dis là, regarde la bibliothèque, là, il y a à peu près 50 livres, c'est une petite bibliothèque. Si je te dis, genre, tu la prends pas, bah, ça se trouve, il y a des livres que t'aimes bien, des livres que t'aimes pas, t'en sais rien. D'accord, donc l'intention, c'est de présenter un plan global et de le soumettre à référendum pour pouvoir l'imposer. Voilà, parce qu'il... Non, moi, je trouve ça ridicule. Bon, moi, je pense que cette proposition est absurde et qu'elle n'aura pas lieu. D'abord parce que... n'importe quoi. Comment est-ce qu'il s'appelle? François Bayrou. Non. François Bayrou l'a mis sur de très mauvaises bases. D'abord parce qu'il l'a présenté lui-même. Non, mais il a dit il n'y aura pas de nouvelles recettes. Alors qu'un déficit, évidemment, c'est ou bien tu fais moins de dépenses, ou bien tu fais plus de recettes. Donc là, il a exclu de nouvelles recettes. Qu'ensuite, il a dit, mais quand même, on va continuer de dépenser plus pour l'armement.
et qu'on va donc devoir, c'est lui qui fixe que ces 40 milliards d'économies, malgré les dépenses supplémentaires sur l'armement, et qu'il considère que tous ceux qui disent le contraire sont des traîtres. C'est-à-dire qu'il emploie le mot traître. C'est-à-dire que peut-être qu'on est passible d'une juridiction militaire, tu vois, parce que quand même, traître à la nation, c'est quand même assez grave. Donc je pense que François Bayrou met les choses sur de très, très, très mauvaises bases. Par ailleurs, il est quand même très faible. Et alors, après l'affaire Betaram, je ne sais pas si son crédit va pas encore chuter. Enfin, il est le Premier ministre qui a la plus faible cote de popularité de toute la Ve République. Hein. Donc, lui, il essaye de se donner de l'air et de se dire je vais présenter quelque chose et je vais essayer d'engager un combat politique sur ce truc-là. Il n'a aucune chance de le gagner. Il n'a aucune chance de convaincre les Français de voter son plan, parce que son plan sera mauvais. Pour les gens et pour le pays, et parce que lui n'a aucune crédibilité pour le porter. Et du coup, ça pourrait être intéressant. Et du coup, Emmanuel Macron ne va pas accepter... ça. Bah, oui, il ne va pas prendre une tôle avec François Bayrou sur des bases ridicules. Alors, du coup, ça m'intéresse de pousser ce référendum. Parce que je me dis, s'il y a un référendum, comme effectivement ça se transforme souvent en plébiscite pour ou contre le pouvoir en place, genre bon bah, ils vont avoir un gros non dans la figure, et derrière, bah, on va dire, ah ok, bon bah, augmentation des recettes, et on va toucher au budget de l'armée, tu vois, on va prendre exactement la contraposée. Non, je rigole. Bah, mais en fait, c'est comme s'il y avait un référendum sur les retraites. S'il propose un référendum, est-ce que vous voulez le retour de la retraite à 60 ans ou à 62 ans? Peut-être qu'il aura un succès. Le fil de ce débrief, c'est la démocratie. Donc je voudrais mettre un point de démocratie, c'est que le budget, c'est une proposition aujourd'hui du gouvernement, mais ensuite, il est débattu et co-construit par les parlementaires. Et c'est ça la différence principale avec un référendum, c'est-à-dire que le référendum, il va nous donner un plan, tu vois, où il va y avoir, ça va être de A jusqu'à Z, tout va être bien ficelé, et dedans, on va pas pouvoir participer et dire, bon bah tiens, si on fait ça, et si on faisait ça, discuter, co-construire en fait cette loi, parce que c'est une loi, le budget, cette loi budgétaire, on ne va pas pouvoir la co-construire. Donc il y a un problème en fait, c'est si on a inventé, si le budget aujourd'hui c'est une co-construction par les parlementaires, c'est qu'il y a une raison. Et la raison, elle se fonde dans la démocratie. On ne peut pas le faire par référendum parce que, comme tu le dis très bien, on va s'attacher en fait à quelques points. Or, c'est la direction globale en fait qu'il faut discuter à l'Assemblée nationale et au Sénat. Non, mais c'est tout à fait vrai que c'est la fonction première du Parlement que de voter le budget de la France. Ça, c'est sa première raison d'être. Ceci étant, moi, je ne suis pas d'accord avec l'argument qui est c'est trop compliqué ou je ne sais pas quoi. C'est pas que c'est trop compliqué. Moi, je veux bien, mais alors que 67 millions puissent faire des amendements. Peut-être qu'il y a des techniques très intelligentes. En 2005, il y a eu un référendum qui portait sur un projet de constitution pour l'Europe, qui était un document de 200 ou 300 pages, je ne sais plus combien de pages, enfin bref, beaucoup de pages, et beaucoup de mots, et beaucoup de lettres. Et les Français, beaucoup l'ont lu, pas tous, mais tout le monde a bien compris quel était l'enjeu. Mais c'est pas une question de complexité. Hein. Moi, c'est pas la complexité. Là, le traité européen, il venait pas de chez nous. Tu vois, c'était une proposition européenne, tu vois, qui s'était débattue à un autre endroit. Donc, c'était justifié que ça passe par un référendum. Là, on est dans le fonctionnement normal de nos institutions. C'est un budget, il y en a un par an, enfin, et tout d'un coup, on décide que, bon bah tiens, non, on va pas passer par nos institutions parce qu'on considère qu'elles sont défaillantes et donc on prend cet artifice qui est le référendum, mais qui, à mon avis, n'est pas le bon. Peut-être faire tu vois, je trouverais ça plus intéressant de faire une conférence citoyenne sur le budget, tu vois, parce que c'est un autre mode, mais qui est fondé sur la question démocratique et une co-construction par plusieurs. Là, c'est François Bayrou dans son bureau, hein. En janvier, quand il avait annoncé, quand il travaillait sur le budget qui a été voté cette année, pour 2025, il avait annoncé que ça serait le dernier voté comme ça et que le prochain, ce serait à partir d'une page blanche dans laquelle on reconsidérerait tout et que donc on réinterrogerait tout. Oui, c'est ça, c'est comme beaucoup des promesses de François Bayrou, il n'y en a aucune qui va à son terme, pas plus, il avait parlé d'un référendum sur la question des retraites, il n'y en aura évidemment pas. Donc voilà, ça n'ira pas non plus à son terme, donc il va se prendre une nouvelle veste, il va de nouveau se décrédibiliser
crédibiliser un peu plus. Mais par contre, l'autre chose qui est intéressante, c'est de voir que Emmanuel Macron essaye de retrouver de l'air lui aussi. Et donc, il va nous faire une série de propositions référendaires et il a l'intention d'éviter de se prendre une tôle en mettant 3 questions ensemble. Je me demande, on verra ça la semaine prochaine quand on s'en parlera, parce que là pour l'instant ce qu'il nous a annoncé c'est une conférence citoyenne sur les rythmes de vie des enfants, qui est une très bonne question. Je suis tout à fait d'accord que ça mérite d'être réfléchi. Si c'est soumis à référendum, c'est une blague, quoi. Parce que soit ce sont des vraies questions politiques. S'il veut se relégitimer politiquement, il faut qu'il pose des questions politiques. Et là, ça risque de lui en cuire, compte tenu de son discrédit politique. Soit il pose des questions uniquement pour avoir un oui. Mais si c'est des questions qui sont faites là que pour avoir un oui, elles ne lui apporteront aucun crédit politique supplémentaire. Eh bien, la suite au prochain numéro, après cette prise de parole d'Emmanuel Macron, mardi soir sur TF1. Ciao, ciao.